Bonjour donc de nouveau à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle journée de rencontres et de discussions organisées autour du temps fort du MUSEM consacré à l'exil. Pendant 1h30, sachant qu'on fera tourner des micros dans la salle au bout d'une grosse heure. C'est à ce couple miroir hospitalité-hostilité. Vous avez remarqué que hospitalité est au singulier, hostilité au pluriel. J'espère que ça ne veut pas dire trop de choses. Qu'on va s'intéresser en réfléchissant non seulement comment on peut réagir, mais aussi agir face à l'exil et avec les exilés. Et pour en discuter, je suis avec 4 invités que je vous présente tout de suite dans cet ordre-là. Sophie Beau, bonjour. Vous êtes la cofondatrice et la directrice générale de l'ONG SOS Méditerranée qui affrète avec MSF l'Aquarius, ce navire devenu un symbole des questions migratoires en Méditerranée. Un navire qui s'est heurté tout récemment à des fermetures de ports, à une dégradation de son pavillon et l'hostilité des gardes-côtes libyens. On va y revenir tout de suite. À vos côtés, Paolo Artini, bonjour. Alors, vous travaillez depuis 1993 pour le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, dans beaucoup de pays. Tout dernièrement en Turquie, vous avez encore un petit carnet marqué où c'est inscrit en turc, mais vous venez d'être nommé en France. Mais vous pourrez notamment nous raconter un peu comment ça se passe en Méditerranée orientale. Catherine Vitol de Winden, bonjour également. Directrice de recherche émérite au CNRS, l'une des plus grandes spécialistes de questions migratoires, auteur, alors il y a beaucoup de livres, je vais citer que, si je cite ceux de cette année et de l'année dernière, ça en fait 3. L'Atlas des migrations, c'était chez Autrement en 2018. La question migratoire au XXIe siècle, c'est aux presses de Sciences Po en 2017. Et Faut-il ouvrir les frontières, c'est également aux presses de Sciences Po l'année dernière. Et enfin, Mehdi Aliwa, bonjour. Vous arrivez de Rabat, vous êtes titulaire à l'université de la chaire Migration, Mobilité, Cosmopolitisme, membre également d'un laboratoire, on en parlera, mixte de recherche mis en œuvre par l'IRD, l'Institut de recherche pour le développement, qui regroupe des laboratoires de recherche à la fois européens et africains. Alors, chacun, à partir de son champ d'expérience, de son champ d'expertise, va un peu pouvoir voir comment on peut problématiser, historiciser cette question des hostilités et de l'hospitalité et essayer de tracer peut-être quelques pistes pour en sortir. Mais auparavant, je me tourne vers vous, Sophie Beau, parce que l'Aquarius a stationné là pendant longtemps à Marseille. Il est parti en mer il y a à peu près 2 semaines, il me semble, sachant que c'est le seul bateau humanitaire en Méditerranée, alors que depuis le début de l'année, il y a déjà, c'est combien, 1700 personnes naufragées. Et des événements très graves se sont produits, notamment dimanche dernier, puisque à la fois l'Aquarius, les gardes-côtes libyens, qui est un pays, on va en parler, je pense, à qui l'Europe a sous-traité une bonne partie de ses politiques migratoires, a intimé au navire de ne pas effectuer une opération de sauvetage, qui finalement a pu se faire. Et ensuite, le Panama lui a retiré, vous allez nous dire, retiré son pavillon. Aujourd'hui, il est au large il a donc des naufragés à son bord qu'il a pu sauver. Où est-ce qu'en est l'Aquarius? Et est-ce que cette menace du pavillon, de la dégradation du pavillon annoncée par le Panama, est un obstacle majeur pour vous, sachant que ce n'est pas la première fois que ça arrive en fait? Écoutez, alors l'Aquarius, effectivement, est au large de Malte. La situation est la suivante. Il y a 58 rescapés à bord, suite à 2 sauvetages. En fait, à peine arrivés sur la zone de sauvetage, malgré le fait qu'aujourd'hui, malheureusement, les gardes-côtes libyens qui sont censés assumer la coordination des sauvetages ne transfèrent pas les informations. Nous avons, depuis la passerelle de l'Aquarius, découvert à la Jumelle d'abord un premier bateau en détresse, puis avons été informés d'un second bateau en détresse. Donc il y a eu 2 sauvetages successifs, un qui a permis de secourir 11 personnes, puis un autre avec 47 rescapés. Donc ces 58 rescapés se sont retrouvés à bord depuis dimanche dernier, effectivement. Le deuxième sauvetage, comme vous l'évoquiez, a été extrêmement compliqué, avec des entraves manifestes au sauvetage qui ont été menées de la part des gardes-côtes libyens. Malgré tout, et grâce à beaucoup de sang-froid des équipes face à une menace directe, des menaces qui ont été proférées, une patrouille, un bateau vedette des Libyens qui a été envoyé sur place alors même que le sauvetage était en cours, que nous avions déjà à bord des femmes et des enfants, que nous étions en train de les mettre en sécurité. Malgré toutes ces menaces, finalement,
Le sauvetage a pu être mené à bien. Ça a été très compliqué, très tendu, mais après négociation, il a été possible effectivement de sécuriser ces personnes à bord. Je le dis parce que personne trop ne parle de cet épisode-là, mais c'est déjà aussi très préoccupant parce que, il n'y a pas vraiment de... Enfin, c'est la confusion la plus totale qui règne sur cette zone de détresse au large de la Libye, avec depuis le mois de juin, soi-disant des gardes-côtes libyens en charge de cette zone qui ne mènent pas à bien leur mission. Donc c'est déjà une première chose qu'il faut noter au passage, c'est très préoccupant. Des informations qui ne sont pas communiquées, des alertes qui ne sont pas relayées, et un manque total de réponse dans la coordination des sauvetages, voire même des entraves. Donc ça, c'est le premier point qu'il faut souligner. On est face à une situation très préoccupante au large de la Libye. Sans compter cette aberration même qui était prévisible, et nous l'avons dit dès fin juin, qui est de confier la responsabilité des sauvetages aux gardes-côtes libyens, puisque un sauvetage, ce n'est pas seulement coordonner ce qui se passe en mer, c'est aussi pouvoir débarquer les personnes dans un port sûr, place of safety, d'après le droit maritime. Or, on le sait bien, et tout le monde le dit, et je pense que le HCR ne me contredira pas là-dessus, y compris même tous les représentants de la diplomatie européenne, quand ils sont de bonne foi, le disent, il n'est pas possible de débarquer ces personnes secourues en Libye, parce que, évidemment, la Libye, étant donné les conditions actuelles de chaos politique qui règnent en Libye, et les violences et le trafic généralisé, la traite humaine qui prévaut à l'encontre des migrants, ne peut pas, évidemment, les mettre en sécurité. Au contraire, bien au contraire, toutes les personnes qui sont ramenées en Libye repartent dans ce circuit incessant de violation des droits, de rançon, de violences extrêmement graves, torture, viol, extorsion de fonds, esclavage, que nous avons décrit de manière incessante depuis le début de nos opérations en février 2016, parce que tous les témoignages des rescapés concordent malheureusement sur ces conditions. Donc, on est face à une absurdité totale. On le sait, on le prédit, on le dit. Il n'est pas possible dans les conditions actuelles que les gardes-côtes libyens assument cette responsabilité. Et pourtant, depuis fin juin et l'annonce du Conseil européen du 29 juin, ils ont pris cette responsabilité de manière officielle. Ça, c'est le premier problème. En plus de cela, vous l'avez dit, nous nous heurtons maintenant, comme d'autres ONG de sauvetage civil ont pu s'y heurter auparavant, à des attaques délibérées à l'encontre même de l'Aquarius et de la mission de sauvetage que nous menons, ce qui est extrêmement grave, puisque effectivement nous étions aujourd'hui le seul navire de sauvetage qui déjà ne peut absolument pas faire face à l'étendue des besoins, et que avec cette nouvelle menace de retrait du pavillon, alors je corrige un petit peu les faits, le pavillon ne peut pas être retiré en pleine mer pendant les opérations, et donc il ne pourrait être retiré, si Panama confirme sa décision, qu'au moment où l'Aquarius arrivera à terre. Ce qui, c'est pour ça d'ailleurs qu'aujourd'hui l'Aquarius est au large de Malte, avec l'idée qu'il faudrait transborder les naufragés qui sont dessus pour pas qu'il ait à accoster à Malte. Voilà. Alors je voudrais aussi revenir sur cette histoire de transbordement vers Malte et d'Aquarius à Marseille ou pas Aquarius à Marseille. Lundi dernier, nous étions donc avec nos 58 rescapés à bord, sans aucune solution pour les débarquer, puisque à la fois l'Italie, c'est par la politique des tweets de M. Salvini qu'on l'apprend, et Malte, par le biais de son centre de coordination de secours maritime, nous avait opposé un refus pour pouvoir débarquer les rescapés, contrairement au droit maritime, dans le port sûr le plus proche, qui serait soit Malte, soit l'Italie, la Sicile notamment. Face à cette situation, nous avons fait un appel à la France pour pouvoir accueillir l'Aquarius à Marseille, qui n'est absolument pas souhaitable a priori, mais qui est une mesure d'urgence. Pas souhaitable parce que c'est un port qui est beaucoup plus loin de la zone de sauvetage. C'est pas souhaitable parce qu'on n'est pas du tout dans le cadre du droit maritime à débarquer les personnes vers un port proche. Et donc ça veut dire 5 jours ou 4 jours de traversée supplémentaire pour pouvoir les débarquer, les mettre à l'abri, pour qu'ils puissent bénéficier d'une protection dont ils auront besoin une fois débarqués. Donc ce n'est pas du tout ce que l'on souhaite a priori, et c'est pour ça qu'on avait bien pris le soin de dire à titre absolument exceptionnel et de manière humanitaire, parce que l'Italie et Malte ont refusé d'abord en première instance cette demande que nous faisons de pouvoir débarquer, nous demandons à titre exceptionnel à ce que l'Aquarius puisse être accueilli dans le port de Marseille, et aussi du fait de cette menace qui porte sur le pavillon, parce que nous ne voulons pas nous mettre dans une situation où nous risquerions d'être saisis, poursuivis, etc. Parce qu'un navire sans pavillon, c'est extrêmement
compliqué comme situation. Il faut absolument pouvoir gérer cela dans un port ami, et on sait que plusieurs ONG sont bloquées à Malte aujourd'hui. C'était donc pas notre choix de pouvoir aller accoster à Malte. Finalement, mardi dernier, une solution politique européenne a été trouvée nous permettant de débarquer les personnes, de transférer les personnes vers un navire maltais dans les eaux internationales, ce qui permettait à la fois de respecter la notion de port sûr le plus proche et à la fois de ne pas mettre en danger l'Aquarius, ce qui donc pour nous était la meilleure solution possible. Malheureusement, nous cumulons la malchance. Il y a une tempête en mer Méditerranée, une très grosse dépression, et nous ne pouvons pas, dans les conditions de mer actuelles, puisqu'il y a des creux énormes, des vagues de 2-3 mètres ou plus, nous ne pouvons pas faire ce transfert pour l'instant. Donc nous attendons l'instruction des Maltais pour pouvoir débarquer vers une unité maltaise, ces 58 rescapés. Dès que ce sera fait, c'est probablement... Enfin, il y a une académie météo prévue demain, donc a priori on espère pouvoir le faire demain. Dès que cela sera le cas, nous pourrons nous diriger vers Marseille pour pouvoir mettre l'Aquarius à quai et régler ces questions de pavillon. Sachant que vous aviez déjà perdu votre pavillon avec Gibraltar en 2016. On va revenir à ces questions... Cet été, au mois d'août. Cet été, d'accord. Au mois d'août. On a gardé un mois le pavillon Panama, finalement. Ah oui, d'accord. On va revenir à ces questions, et notamment aux nœuds libyens, je pense. Mais juste, il s'est passé autre chose de très grave en Méditerranée cette semaine. Enfin, il se passe, je pense, chaque semaine des choses graves, mais là, quand même des choses inédites. La marine marocaine a tiré sur une embarcation de migrants dans la nuit de mardi à mercredi, tuant une jeune femme de 22 ans originaire de Tétouan, en blessant plusieurs autres. Un homme a dû être amputé d'un bras. Mehdi Aliwa, quelles ont été les réactions au Maroc, et est-ce que pour vous, ça constitue une rupture ? Merci pour votre question et merci aux organisatrices, organisateurs de m'avoir invité. Juste avant de répondre, je voudrais dire toute mon admiration que j'ai pour le travail que vous faites, que ce que fait vraiment, c'est incroyable. Et du point de vue des gens de la rive du sud de la Méditerranée, ce n'est pas rien de savoir qu'il y a encore énormément de gens qui nous tendent la main ou qui tendent la main à ceux qui essayent de passer. Nous aussi, nous essayons de comprendre ce qui se passe dans nos pays et de tendre la main. Et le Maroc a commencé à mettre en place, c'est important de le rappeler, une politique d'hospitalité. Et là, ce qui se passe cet été, et avec le drame d'avant-hier, ou d'il y a 3 jours, je pense qu'on est face à une rupture, vous avez raison, ou en tout cas un début de rupture. La jeune fille en question se prénommait Hayat, en arabe ça veut dire la vie. Et donc, je ne sais plus très bien ce que font les autorités de mon pays, puisqu'on était vraiment, on pensait que c'était derrière nous. Je pense que la dernière fois que des militaires ont tiré sur des citoyens marocains, ça doit remonter aux pires heures de politique marocain. Donc, il y a quelque chose quand même de très préoccupant. Il faudrait tout de même pas sous-estimer non plus. Je ne dédouane aucunement nos autorités. Il y aura une enquête qui sera menée. J'espère qu'elle sera bien menée, indépendante, et on saura. Parce que, vous savez, les militaires, ils ont des règles d'engagement. C'est assez simple à comprendre. Les militaires marocains sont assez disciplinés. C'est une armée de métier. Donc, ils ne tirent pas, fort heureusement, n'importe comment. Donc, qui a changé ces règles d'engagement ? Pour quelles raisons ? C'est vraiment des choses auxquelles on devra répondre. Et je pense qu'il n'y a pas que les Marocains qui doivent y répondre. Je pense que vous aussi, les citoyens européens, français, doivent y répondre. Parce que je pense que les pressions menées par l'Espagne, et puis au-delà par d'autres pays membres de l'Union européenne et par Bruxelles, par l'Union européenne elle-même, sur les pays limitrophes de la zone Schengen sont extrêmement fortes. Alors, est-ce que le Maroc a cédé à ces pressions et en voulant protéger cette frontière européenne qui n'est pas la sienne, qui est en fait sa frontière qui se finit, son territoire se finit, vers les gens qui se projettent vers l'Europe. Est-ce qu'il l'a fait de la pire des manières ? Tout cela, il faudrait y répondre en tant que chercheur. Je ne peux rien dire d'autre que mon émotion là-dessus. Merci beaucoup. Je vous propose qu'on entre un peu dans le vif de la discussion de cette table ronde, après avoir quand même, je pense que c'était important voilà, de voir où on en était, autour de ce couple hospitalité-hostilité. Parce qu'évidemment, on a l'impression, et je pense que beaucoup de gens dans cette salle partageront ce constat, qu'il y a une hostilité croissante de l'Europe, en tout cas des gouvernements européens, et en même temps, vis-à-vis des exilés, et en même temps, on a vu, et l'exemple de SOS Méditerranée, l'exemple de ce qui s'est passé au Maroc avant cet événement, montre aussi qu'il y a des formes d'hospitalité, alors peut-être pas inédites, mais en tout cas assez impressionnantes sur le terrain.
Est-ce qu'on peut dire, à partir, Catherine Vitol de Winden, vous travaillez sur ces questions depuis longtemps, on peut dire que l'Europe se ferme et devient de plus en plus hostile, ou c'est quand même plus complexe que ça? Et est-ce qu'il suffit, dans ce cas, de distinguer les gouvernants des citoyens? Alors, merci beaucoup de m'avoir invité déjà, et puis de m'avoir donné l'occasion d'intervenir dans ce débat et dans ce musée. Moi, j'aurais tendance à dire que hospitalité et hostilité, c'est un couple qui a toujours fonctionné l'un par rapport à l'autre. Mais aujourd'hui, on est dans une situation un peu inverse de celle d'il y a 100 ans ou 120 ans, pendant très longtemps, qui est liée à la thématique ouverture-fermeture des frontières. Et pour ce qui est de l'hospitalité et de l'hostilité, on pense plus particulièrement à l'exil, aux réfugiés. Pendant très longtemps, les personnes dans les États avaient peu de droits, sinon aucun droit de sortie, et alors qu'ils étaient plus ou moins accueillis comme travailleurs, comme futurs citoyens selon les États, là où ils allaient. Et donc, en dehors de personnes qui étaient considérées comme, disons, indésirables, il y avait une relative hospitalité. Donc, pas de droit, très peu de droits de sortie, sauf pour peu de gens, et un droit d'entrée assez large. Ce qui s'est passé à partir des années 1990, c'est qu'on a eu une généralisation dans le monde entier de la possibilité, sauf à Cuba à l'époque, et puis maintenant en Corée du Nord, d'avoir un passeport. Et en revanche, donc, le droit d'entrée s'est terriblement rétréci, aussi bien pour l'examen de la demande d'asile que pour l'immigration de travail qui, en Europe, a été suspendue en 1974, il faut le rappeler. Donc on est dans un rétrécissement. Et pendant très longtemps, le couple, pendant tout au long du XXe siècle, le couple hospitalité-hostilité fonctionnait puisqu'on avait un monde divisé en deux blocs où les personnes qui étaient indésirables dans certains pays parce qu'ils étaient des opposants étaient accueillis dans d'autres, comme l'Union soviétique, par exemple, qui accueillait des amis, entre guillemets, et à l'inverse, des dissidents. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'a été très largement définie la Convention de Genève en 1951 pendant la guerre froide. Ces dissidents étaient accueillis à bras ouverts à l'Ouest. Ça a été le cas aussi des Vietnamiens, etc. On regardait plus l'endroit d'où partaient les gens et les crises qu'ils fuyaient que le profil des personnes. Aujourd'hui, on est devenu très, très malthusien en la matière parce que le monde est beaucoup plus complexe qu'il ne l'était pendant la bipolarité Occident et monde communiste, pour simplifier. Le Sud s'est invité dans ce débat, surtout avec la thématique migratoire, qui d'ailleurs est confuse, puisque d'un côté, on a des gens qui cherchent vraiment l'asile, de l'autre qui cherchent à la fois du travail, mais aussi éventuellement des conditions de vie et d'expression ou autres meilleures comme meilleure opportunité de leur existence. Et donc, il y a une certaine confusion. Il y a une certaine confusion parce que les réponses de la plupart des gouvernements européens ont été très dispersées, si j'ose dire. On a des pays, alors l'Europe a dit il faut accueillir, mais avec des quotas, etc., tout en ayant cessé de rétrécir leur politique migratoire depuis 30 ans. Aujourd'hui, on est dans le sécuritaire, dans le dissuasif, dans le répressif, qui ne fonctionne pas, il faut le rappeler. On a à peu près 30 ans d'échec des politiques migratoires européennes, 30 ans d'échec des éventuelles alternatives qui sont proposées comme solution aux migrations parce qu'on n'en a pas. Mais en même temps, les gens bougent et c'est normal. Le monde s'est mis à bouger, pas tellement plus que dans le passé, puisqu'aujourd'hui, on a 3,5% de migrants internationaux, on en avait 5% en 1900. Donc en fait, ce n'est pas les mêmes, mais c'est un phénomène de mobilité qui est normal, qui est banal. En revanche, la sensibilité à ces thématiques est de plus en plus durcie, parce que la thématique migratoire, j'ai fait même ma thèse là-dessus, était très dépolitisée jusqu'aux années 1980. Elle s'est terriblement politisée en France, en Europe, etc. On a des pays qui refusent absolument aujourd'hui
à l'Est tout débat sur l'accueil des personnes. Et ailleurs, on hésite en regardant les sondages et la montée des extrêmes droites à la politique que l'on va afficher, plus qu'à essayer de résoudre non seulement une question qui est l'entrée en mobilité du monde et d'autre part le respect des droits fondamentaux auxquels les pays se sont engagés, notamment autour du droit d'asile. Donc il y a une certaine crispation. Le monde, les frontières se sont fermées à un moment où les gens peuvent sortir davantage. Donc c'est ça aussi la crise migratoire à laquelle on est confronté, avec des thématiques et des flux qui sont très difficiles à maîtriser parce que ce sont des gens qui viennent de crise. Et il n'y a rien de plus difficile à prévoir, mais aussi pour lesquels il faut fournir une réponse, que des crises. On ne sait pas très bien si elles vont durer ou pas. Par exemple, la Libye, la Syrie, l'Afghanistan, qui continuent à produire tous des demandeurs d'asile. Et dans un contexte où il y a des tas de pays qui vont mal, même si ce n'est pas nécessairement la guerre civile, et où les gens se disent que finalement, ils ne trouveront autre solution que la situation dans laquelle ils sont que par la mobilité. Donc aujourd'hui, si je pense qu'on est dans cette très grande difficulté. Alors les réponses européennes ont été très binaires, souvent disant il faut accueillir les Syriens, mais il ne faut pas accueillir les Africains parce que les uns sont des vrais réfugiés, les autres ne le sont pas, ce qui est tout à fait contraire à la Convention de Genève qui dit qu'il faut examiner individuellement la persécution des personnes, mais on a tendance à globaliser un petit peu les choses et surtout à se renvoyer, comme on l'a vu, les responsabilités. On va venir à ces réponses, les réponses actuelles et les réponses possibles peut-être. Mais je me tourne vers vous, Paolo Artini. Je disais en introduction que vous êtes quand même donc, au HCR depuis 25 ans. Vous avez été en poste dans différents pays, de l'Éthiopie, au Balkan, à la Turquie tout récemment. Comment vous avez vu cette question des réfugiés évoluer en 25 ans, se reconfigurer? Est-ce que ce qui a changé, c'est les réalités ou les représentations avant tout? Merci, merci beaucoup. C'est très important d'être ici aujourd'hui pour nous, pour le commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Et d'abord, vous me permettez de partager l'inquiétude de Sophie pour ce qui concerne la situation dans la Méditerranée. Maintenant, donc je voulais partager l'inquiétude pour ce qui concerne la situation dans la Méditerranée. Parce que le principe est très clair pour tout le monde, la priorité devrait être sauver des vies. C'est très clair, c'est dans le ADN des marins, c'est dans le droit international. Mais ce qu'on voit, et d'ailleurs on vient de sortir avec un rapport sur les voyages du désespoir, que malgré le nombre de personnes qui arrivent en Europe est en diminution, le nombre de pertes humaines augmente. Donc, c'est une situation très grave qui est due aussi à la diminution des capacités de sauver les vies humaines. On parlait de la Libye, donc il y a beaucoup d'acteurs qui sont impliqués, les gardes côtières, les secteurs privés avec ce bateau qui ont aussi le droit et le devoir de sauver, les ONG qui ne devraient pas être criminalisées mais qui devraient être appuyées dans leur travail humanitaire. Donc on a vu ce phénomène d'augmentation des morts et ça c'est quelque chose de très grave. Pour revenir à la question qu'est-ce qui a changé, pour ne pas aller trop arrière dans le temps, pensons à la situation en 2015 par exemple. Il y a 3 ans, un grand nombre de réfugiés et de migrants qui arrivaient en Europe. Vous vous rappelez aussi de l'image par exemple d'Aylan Kurdi, l'enfant qui a été retrouvé sur une plage de la Turquie où j'ai travaillé pendant les dernières 3 années. Et l'émotion qui avait suscité le sens d'indignation. Je me rappelle quand je visitais les officiers turcs qui s'occupaient des réfugiés, presque dans chaque bureau, il y avait l'image, la photo de Kurdi pour dire non, ça n'est pas acceptable.
Et donc, il y avait un grand nombre de personnes. Et maintenant, on est confronté avec un nombre tout à fait gérable, si vous voulez, parce que je voulais souligner l'exemple de la Turquie parce que je le connais mieux, mais on doit penser que, par exemple, en Turquie, la Turquie héberge seule presque 4 millions de réfugiés. La plupart sont des Syriens, les autres viennent de l'Afghanistan, de l'Irak, etc. Et donc, ce qui a changé, c'est vraiment aussi, et le disait aussi Catherine, le langage. Le langage qui a beaucoup changé dans le sens d'une politisation du débat et qui démontre encore une fois l'urgence de trouver des solutions à la crise dans la Méditerranée centrale avec un système qui soit partagé, qui soit prévisible, parce que le système qui a été évoqué, de discuter bateau par bateau, quand il y a 50 personnes ici, 50 personnes là, ce n'est pas soutenable. Et donc c'est le défi, donc on voudrait parler et où on a fait des propositions très claires autant que HCR, c'est de comment avoir un système prévisible de débarquement, mais aussi d'accueil des réfugiés et des migrants. C'est important ce que vous dites là, d'autant qu'on a l'impression qu'effectivement, on n'est pas face à une crise migratoire, comme on l'attend souvent, mais face à une crise de l'accueil. Mais la question, quand vous parlez de la politisation, on voit effectivement à quel point les questions migratoires aujourd'hui sont instrumentalisées, elles sont passionnées, elles sont fantasmées à de larges égards. Mais la question que j'aimerais vous poser à tous, c'est est-ce qu'on peut démêler dans ces questions de l'exil, en gros, ce qui relève du politique et ce qui relève de la morale, de simplement sauver des vies parce que c'est le droit de la mer, c'est pas simplement la morale. Et on sait bien que c'est évidemment morale et politique ne sont pas complètement séparées, mais elles ont aussi leur fonctionnement propre. Et on voit bien aujourd'hui la manière dont se renvoie la balle les réalistes versus les belles âmes, qui eux disent que les réalistes au contraire trahissent leurs âmes. Donc quand vous, par exemple, Sophie Beau, vous montez SOS Méditerranée, vous situez où, enfin, vous dites, bon, c'est d'abord le droit de la mer, d'abord la morale, et on verra ensuite les questions politiques, où au fond, tout ça ne peut être pris que de la même manière. Alors, il faut rappeler les fondamentaux. Vous les avez donnés, mais je les répète, parce que c'est les fondamentaux de l'action de SOS Méditerranée. La question, elle est très simple. C'est quand quelqu'un se noie, on lui tend la main ou on lui tend pas la main. Donc déjà, il faut commencer là, parce que concrètement... soit on met en place des bateaux, soit on ne met pas en place des bateaux. Enfin, je veux dire, c'est très binaire. Donc là, on est face effectivement non seulement à un impératif moral, mais aussi un impératif légal. L'obligation d'assistance à personne en danger. Ne pas porter assistance, c'est un crime. C'est le contraire qui est illégal. C'est de ne pas porter assistance qui est illégal. Et ce qui est très inquiétant, et là on passe à la deuxième partie de votre question, c'est que justement des États, malgré tout l'arsenal juridique qui existe, si jamais ils avaient oublié leurs propres valeurs fondamentales, qui sont par exemple dans les traités constitutifs de l'Union européenne, si jamais ils oubliaient leurs valeurs, ils auraient encore quand même un arsenal juridique très consistant qui existe aujourd'hui pour leur rappeler leurs obligations d'État, qui sont de justement prendre en charge avant tout, de sauver des vies, et sans distinction. Et là, il y a une réponse très claire, c'est le droit maritime. Le droit maritime ne parle pas de migrants ou de pas migrants ou de touristes ou quoi que ce soit. Je veux dire, on n'est pas sur cette distinction-là. On est face à des personnes qui sont des rescapés, des survivors, des survivants de naufrages potentiels. Et ces personnes-là ont droit à une protection. C'est tout. Et il n'y a pas à distinguer déjà dans cette première partie qui est le sauvetage, sauver des vies humaines entre tel ou tel sur la base de leur provenance, de leur origine, de ce qu'ils ont pu vivre ou pas vivre dans leur pays d'origine, etc., ou sur leur parcours d'exil. Donc là, c'est là que, si vous voulez, la politique forcément rejoint les impératifs moraux et légaux. Qu'est-ce qu'on constate, nous ? C'est que les États brillent par leur défaillance depuis des années. D'une part, d'avoir laissé des États comme l'Italie seuls, isolés en première ligne, en faisant semblant de ne pas entendre. Les États comme les autres d'ailleurs, moi-même qui suis humanitaire de profession, je peux vous dire que je n'étais pas fière en 2005 quand on se posait des questions dans mon ONG, très grande ONG médicale,
qui se demandait si oui ou non on allait lancer une opération de sauvetage en mer Méditerranée. 2005. SOS Méditerranée, 2015, 10 ans plus tard. Donc tout le monde savait très bien ce qui se passait en mer Méditerranée, État humanitaire et tout le monde qui s'intéressait à la question depuis fort longtemps. Et on fait semblant de découvrir, quand on entend le sermon du pape, il y a 5 ans, après les derniers naufrages à Lampedusa, que ce drame existe en Méditerranée. Tout le monde savait. Je pense que le HCR ne me contredira pas. Les Italiens ont géré seuls pendant des années cette question, et donc cet abandon de l'Italie est coupable. Ce manque de solidarité de l'Italie explique la situation actuelle politique en Italie et tout ce qui s'est passé ces derniers mois et l'arrivée au pouvoir des populistes. Donc pour moi, c'est extrêmement lié. La défaillance des États a provoqué la situation actuelle, et ce qu'on aperçoit aujourd'hui, moi je ne comprends pas comment des États européens peuvent encore assumer le coût politique de la négociation pour 11 rescapés par-ci, 50 par-là, 141 par-là ou 630 pour aller jusqu'à Valence. Comment des États européens acceptent aujourd'hui de donner ce spectacle désolant à l'ensemble de la population européenne plutôt que de se mettre d'accord, même si c'est sur un petit nombre déjà pour commencer, c'est ce qui s'est passé avec les exemples de débarquement à Malte récemment, mais qu'il y ait au moins un mécanisme qui se mette en marche de coopération européenne, parce que le coût politique, et là je ne suis pas SOS Méditerranée, mais en tant que citoyenne, le coût politique est extrêmement lourd. Là, vous parlez de Malte. Est-ce que le mécano un peu complexe là, qui s'est mis en place sur l'Aquarius là aujourd'hui, c'est-à-dire avec l'idée que voilà, on allait se répartir, alors c'est sur des chiffres dérisoires, hein, vous le dites, mais est-ce que ça peut vous sembler être l'embryon d'une réponse possible ? C'est exactement l'embryon d'une réponse possible qui respecte le droit maritime et qui est politiquement sensée. C'est-à-dire qui va dans le sens d'une coopération européenne et d'un partage des responsabilités. On sait bien que laisser les pays de première ligne... Aujourd'hui, c'est l'Italie. Demain, ce sera l'Espagne. L'Espagne a accueilli l'Aquarius avec ses 630 rescapés au mois de juin. Mais vous avez bien vu que depuis, l'Espagne, quand même, est soumise à de fortes pressions et que les débats espagnols commencent à bouger. Et évidemment, demain, ce sera l'Espagne qui sera soumise aux mêmes pressions que l'Italie avec les changements de flux, etc. Donc on voit bien que ce système de laisser les acteurs de première ligne seuls face à leurs responsabilités ne marche pas. Et donc oui, effectivement, nous pensons vraiment que des solutions concertées européennes, même si pour l'instant ce ne sont pas 28 États qui sont ensemble, mais c'est ça la solution, c'est vers là qu'il faut aller, bien évidemment. Avant qu'on aborde les solutions, mais pour continuer sur cette question un peu fondamentale que je reformule, Mehdi Aliwa, comment est-ce que vous comprenez cette défaillance des États au sens où voilà, les exigences morales, elles sont là, les instruments légaux, en fait, ils existent. Pourquoi est-ce qu'on est face à une crise de l'accueil de ce type aujourd'hui ? Alors, ça c'est une vaste question, c'est un peu compliqué, et je pense que si on avait la réponse... beaucoup de gens écrivent sur la crise de l'hospitalité, le devoir d'hospitalité, sur tout un ensemble de choses, aussi la peur de l'absence, peut-être certains évoquent la société postmoderne, etc. Mais peut-être qu'une chose un peu plus simple, c'est qu'on a de moins en moins d'écoute, l'impression que j'ai en tant que chercheur, on a de moins en moins l'oreille attentive des politiques, malgré le fait que ce soit des ONG, des chercheurs, on monitore les politiques publiques, on suit de près ce qui se passe, on alerte l'opinion publique, on fait des débats dans des belles institutions comme le MUSEM, mais je ne sais pas réellement ce que nos gouvernements en tirent. Ce qui est évident, c'est qu'on a une sorte de gouvernement des mobilités qui se met en place, et ce gouvernement de mobilité ne nous a pas conviés, ni nous les chercheurs ou la société civile, ni même les citoyens. Et peut-être qu'on le ressent un peu moins en Europe, parce qu'il ne concerne pas ceux qui disposent du précieux sésame du passeport européen. Mais lorsqu'on a des passeports non européens, on sait très bien que ce gouvernement s'est mis en place sans notre accord, sans possibilité de résister, et il nous empêche de bouger. La question du droit à la mobilité, je pense, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi discuter. S'il y a un devoir d'hospitalité, il y a aussi un droit de mobilité. Mais peut-être quelques données, quelques chiffres assez rapides, plus que des chiffres, des idées sur la question aussi de la préoccupation européenne, qui est, à mon avis, plus une phobie qu'autre chose, parce que c'est de la xénophobie, mais l'Afrique, le continent d'où je viens, est le continent qui migre le moins au monde, et de loin.
Les migrants africains, toutes nationalités confondues, ne représentent pas plus de 15% de la totalité des migrants du monde. Or, l'Europe est un grand pays, des vastes zones de migration. Non seulement les Européens et les pays européens reçoivent beaucoup de migrants, mais en plus, à l'intérieur des pays européens, les Européens migrent beaucoup. Ce qui les place en tête et très loin devant les Africains. Et en plus, ici, on est en Méditerranée, il y a le miroir déformant de l'Afrique méditerranéenne d'où je viens, parce qu'on migre beaucoup. Nous, les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, etc., notamment vers l'Europe principalement. Mais si on regarde au sud du Sahara, les pays d'Afrique subsaharienne migrent encore moins vers l'Europe que ces pays-là. Ils migrent essentiellement à l'intérieur du continent. Et même la question des réfugiés, vous le disiez à juste titre, la majorité des réfugiés sont dans les pays du Sud. Et maintenant, aujourd'hui, les migrations sud-sud, quelles que soient les raisons qui poussent à bouger, dépassent les migrations sud-nord. Et l'idée que je voudrais défendre ici avec vous, c'est que si en Afrique on migre moins, c'est parce que c'est aussi une question de développement. Et c'est aussi une question de circulation, d'accès à la mobilité et à la circulation. En réalité, on pense que le sous-développement fait migrer. En réalité, moins on a accès à l'information, moins on a accès à des voies de communication, moins on bouge. Ou en tout cas, si on bouge, on ne va pas très loin. Et donc, plus les sociétés se développent, plus les sociétés commencent à mettre en place des infrastructures routières, téléphoniques, etc., plus l'État devient un acteur important entre les individus lorsqu'ils veulent communiquer entre eux. Bref, qu'on met en place des États nationaux, plus les citoyens de ces États bougent, d'abord à l'intérieur des États, vers les villes, et puis vers l'international. Comme les Français, d'ailleurs, migrent énormément, on l'oublie de le dire. Pas forcément la misère qui fait partir les Français. Bon, il y a le chômage, mais on bouge. Si vous allez en Angleterre, à Londres, vous avez à peu près 450 000 Français qui vivent dans cette région-là. Et donc, peut-être qu'il faudrait revenir à des données, dédramatiser les faits. La mobilité est un phénomène naturel. Il y a des sociétés qui bougent plus que d'autres. La question, c'est ma conclusion, je pense qu'il y a tout de même une dimension raciale très évidente dans ce gouvernement de mobilité à vouloir désigner qui a le droit de bouger et qui n'a pas le droit de bouger. Ceux qui ont moins de droit de bouger aujourd'hui sont tout de même des gens qui viennent du Sud et concernant l'Europe, essentiellement d'Afrique et d'Afrique noire. Ce que vous dites corrobore beaucoup des chiffres et des cartes avec lesquelles Paolo Artigni est venu aujourd'hui au MUCEM. Je vais vous demander peut-être de nous commenter cette carte. Mais c'est vrai qu'on oublie souvent le fait que les migrations venant des pays européens. Récemment, j'ai fait une interview avec l'écrivain Eric De Luca qui disait mais en Italie, c'est absurde. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de gens d'Italiens qui partent, et c'est aujourd'hui un problème, que d'autres gens qui arrivent. Donc vous faites partie des Italiens installés à l'étranger. Donc, et là, et c'est vrai que voilà, vous êtes venu avec cette carte qui montre à quel point on fantasme les chiffres, surtout pour ramener aux proportions des pays. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dégonfler ces fantasmes? Oui. D'abord, ce que Sophie disait quand vous parliez du 2006-2005 m'a rappelé que quand il y a 12 ans, j'étais tout près de Malte parce qu'un bateau de pêche espagnol ne pouvait pas accoster. Il y avait un groupe de réfugiés dans ce cas-là. C'est là pour dire que le thème n'est pas nouveau. Donc, il reste. Pourquoi quand comme vous l'avez appelé la morale, le droit maritime, le droit international des réfugiés sont clairs, les pays n'arrivent pas à trouver des solutions. Et on voit que le nombre de personnes change, non? En baisse en Italie, en augmentation en Espagne et en Grèce. Comme ça a été dit, ça ne peut pas être un seul pays qui peut offrir une solution, ou un groupe très petit de pays. Bon, le pays qui a plus de responsabilités, il faut relativiser ça aussi parce que, comme Eddy l'a dit, nous, on regarde l'Europe, mais les pays qui portent le poids des réfugiés ne sont pas en Europe. Non, la plupart des réfugiés sont en effet hébergés, accueillis dans des pays de développement ou dans des pays comme encore la Turquie ou la Jordanie ou le Liban qui sont
à l'extérieur de l'Union européenne. Donc, ce qui empêche pour le moment de trouver une solution, c'est la difficulté de se mettre d'accord sur un système partagé et prévisible de répartition, par exemple, des réfugiés, sur la base des valeurs claires, comme par exemple la solidarité. Donc, pas sur la base du transfert de responsabilités, c'est pas moi, c'est toi, mais on se met d'accord pour voir comment on peut tout à fait gérer un nombre raisonnable de personnes. S'il y a la volonté politique de gérer une situation pareille, c'est facile, c'est gérable, et je dois encore une fois mentionner l'exemple, par exemple, d'Istanbul, une ville qui m'a appelé aussi Marseille, un port, une ville où il y a 600 000 réfugiés syriens dans une seule ville. Donc, il y a la possibilité, s'il y a une hospitalité, s'il y a une décision politique de donner l'accueil aux réfugiés et aux migrants, de trouver des solutions. Donc, ce que nous, on suggère aux pays européens maintenant, c'est vraiment de se mettre d'accord, de donner l'exemple aussi autant qu'Europe. Vous pensez qu'ils peuvent y arriver? Parce qu'on a l'impression que cette exigence que les pays européens se mettent d'accord, ça fait maintenant des mois, des années qu'elle est sur la table et qu'elle se délite plutôt qu'elle ne se fait. Oui, c'est pour cela que nous, on fait des propositions très concrètes. Non, parce que, comme vous l'avez compris, le problème du sauvetage est lié au problème du débarquement, d'un système de débarquement. Le problème du débarquement est lié au système d'accueil, des traitements de situations individualisées, des réfugiés, des migrants. Et donc, on a fait des propositions très concrètes à travers, par exemple, l'identification de plateformes pour le débarquement qui soient pré-identifiées, comme ça il ne faut pas chaque fois décider où on va les débarquer, et un système de répartition de réfugiés pour le traitement, par exemple, de demandes d'asile. Ce qui pourrait aider beaucoup, et ce qui a été fait, mais pas d'une façon suffisante, c'est d'augmenter les voies légales d'accès à la protection à travers la réinstallation. Vous savez, la réinstallation du pays du premier asile à un pays de réinstallation. À travers des règles plus flexibles, par exemple pour la réunification familiale, à travers des bourses d'études. Il y a plusieurs façons pour donner la possibilité aux réfugiés qui sont sur la route pour fuir la guerre et la persécution, de ne pas risquer leur vie en traversant la mer ou les voies terrestres qui sont aussi très dangereuses, mais d'arriver d'une façon légale et organisée. Catherine Wittol de Vanden, une fois tenu compte de ce que dit Paolo Artini, c'est-à-dire qu'effectivement, comparé à ce qui se passe en Turquie ou au Liban, où proportionnellement à la population, voilà, c'est incomparable avec aucun pays européen, on a bien vu au moment de l'arrivée massive de Syriens en 2015 que les pays réagissaient quand même très différemment, avec la différence entre la France et l'Allemagne, encore plus avec la Grande-Bretagne. À quoi ça tient, ces différences d'hospitalité selon les nations européennes? Évidemment, la couleur politique des gouvernements joue, mais pas seulement. Oui, tout à fait. En fait, les arrivées de 2015, c'est 1,3 million de demandeurs d'asile et l'Europe a 506 millions d'habitants. Donc, ça n'est pas l'invasion que certains ont présentée. Sauf que l'Europe, en général, avant que je parle rapidement des pays, vit en termes de migration et de réfugiés, mais surtout de migration en général, dans la philosophie de la dissuasion, qui a été le maître mot de la politique migratoire européenne depuis les années 90, avec la sécurisation des frontières, la militarisation des côtes sud de la Méditerranée, etc., qui est, disons, le prêt-à-penser de ces politiques, avec des catastrophes comme Calais et puis aujourd'hui Vintimille, l'idée que plus on accueille mal les gens, moins ils viendront. L'idée qu'il faut surtout éviter l'appel d'air
que moi je n'ai jamais constaté, et qu'il ne faut pas être plus généreux que son voisin, parce que sinon ils iront dans le plus offrant. Ce qui ne correspond pas du tout d'ailleurs aux stratégies des gens qui arrivent, qui cherchent plutôt des liens transnationaux, familiaux, linguistiques, des possibilités d'accueil qui viennent de leur réseau personnel, etc. Mais le maître mot, c'est ça. Il faut les accueillir le plus mal possible, parce qu'il faut surtout éviter l'appel d'air. Ça a été la philosophie générale de la politique européenne, avec des nuances selon les pays européens, puisque l'Allemagne s'est fait remarquer en bien, à mon sens, quand Mme Merkel a annoncé qu'elle était prête à accueillir 800 000 réfugiés. Elle en a accueilli, cette année-là, elle a accueilli 1,3 million de nouveaux arrivants, dont à peu près la moitié de demandeurs d'asile. Les autres pays européens se sont, pour l'Europe de l'Ouest, rangés très très loin derrière. Pour l'Europe de l'Est, il y a eu une sorte de non de tous les pays d'Europe centrale et orientale, pour plusieurs raisons. La première raison, je crois que c'est la crise du chômage dans ces pays, une sorte de durcissement identitaire aussi qui est lié aux partis politiques, et surtout l'absence, ce qui est le cas aussi pour l'Allemagne, l'ex-Allemagne de l'Est, l'absence de connaissance du phénomène migratoire et d'éducation des populations à des thématiques dont on parle depuis 30 ans ou 40 ans en Europe, la thématique du vivre ensemble avec des résultats limités, mais quand même la lutte contre les discriminations, qui est un principe, qui est une directive européenne de 2000, qui doit passer dans la loi dans tous les pays européens, une série d'autres éléments de réflexion sur la diversité, etc. Ces pays-là ont découvert la question migratoire en 2004. Donc ils ont eu l'impression, et il y a eu tout de suite des foyers d'immigrés turcs qui ont été brûlés dans l'ex-RDA, etc. Donc je pense que l'impréparation de ces pays à cette thématique, faute d'éducation des populations, est un élément central. Là-dessus, je pense qu'il y a l'idée qu'il faut préserver leur identité. Alors, on ne sait pas très bien ce que c'est que l'identité, mais disons une certaine homogénéité. Le rêve de l'homogénéité culturelle, ethnique, linguistique dans ces pays d'Europe centrale, qui est une sorte de tactique, parce que enfin, ils veulent affirmer une sorte d'indépendance. Ils ont eu le sentiment d'être dominés par des grands empires, ensuite par le bloc soviétique, ensuite par l'Europe. Ils ne veulent pas que l'Europe leur fasse le coup, si j'ose dire, de leur imposer une démarche. Et parce que dans le passé, la démarche de nous sommes différents, ça a marché pour plus d'indépendance, plus de liberté. Donc ils croient peut-être que ça va fonctionner cette fois-ci. Donc je crois que ça, c'est un élément qu'il faut prendre en compte, cette revendication de différence fondée sur des arguments qu'ils mettent en avant sur leur identité ethnique ou culturelle. Et puis, de façon générale, la crise économique qui crée des ressentiments des populations qui parfois votent à l'extrême droite parce qu'ils croient à tort que les nouveaux venus sont des concurrents. Donc ça, c'est un très vieux thème qui a été exploité par de nombreux partis politiques, y compris en France, dans le passé et encore aujourd'hui, et qui est un élément qui fait des différences parce que chaque pays européen a ses migrants, a ses réfugiés, etc. Et donc la différence, c'est aussi le volume. Certains pays ont beaucoup accueilli. Ça a été le cas, bien sûr, de l'Allemagne, toujours en numéro 1 depuis, pas seulement 2015, depuis les années 50, mais aussi le Royaume-Uni, la France, la Suède a beaucoup accueilli aussi dans le passé. L'Italie récemment, et ces pays donc voudraient partager cet accueil avec des pays qui ont très peu de migrants, mais moins ils ont de migrants, moins ils accueillent, si j'ose dire. La Pologne, on a 2% d'étrangers, donc c'est pas nécessairement lié au volume qu'il y a ce sentiment de rejet. Et puis aussi à des contextes, parce que chaque pays a ses spécificités migratoires, son paysage migratoire, avec ses nationalités propres, ses frontières, qui déterminent aussi sa stratégie en la matière. Et donc la diversité des réponses est particulièrement liée à la particularité de chaque pays européen face aux migrants et aux réfugiés.
Je prolonge un moment ce que vous dites, parce que ça fait forcément penser à l'inverse, si on reste sur le cas de la France, au moment où ce qu'on appelait les boat people, qui en fait venaient peu en bateau, ont été accueillis massivement sans se poser vraiment la question des chiffres. Enfin, c'est-à-dire qu'on les faisait venir, et on voit bien, en tout cas on sent bien que ce qui avait permis cet accueil assez massif, proportionnellement, c'était le fait qu'à l'époque il y avait un pacte social solide, c'était un pays, la France, qui était sans doute plus tourné vers son avenir que crispé vers son passé, et il y avait une forme de consensus politique qui avait été symbolisé par la rencontre entre Jean-Paul Sartre et Raymond Aron en soutien des boat people. Ces conditions-là, est-ce que c'est aujourd'hui les mêmes pour imaginer un accueil, et question là vraiment à jackpot, est-ce qu'elles sont à nouveau réunissables ? Pas du tout aujourd'hui, parce que l'accueil des boat people vietnamiens, pour simplifier, c'était encore une sorte de résidu de la guerre froide. Donc quand on accueillait des réfugiés, on faisait de la politique d'une certaine façon. On signifiait qu'on était du côté des accueillants, et on voulait donner une bonne image de l'Ouest et donner une leçon aux pays de l'Est. Donc ça, c'était très important. C'est même l'esprit de la Convention de Genève, il ne faut pas l'oublier, qui initialement était limité aux Européens jusqu'en 1967. Pareil, mais dans le sens inverse, pour les Chiliens. Il fallait réagir à une dictature de droite en accueillant ces défenseurs des libertés, porteurs de valeurs républicaines, pour simplifier. Donc on faisait de la politique. Aujourd'hui, le monde est tellement complexe autour de nous que la seule politique que l'on fasse, c'est la dissuasion. C'est-à-dire l'idée qu'on ne donne pas de réponse aux pays qui ont fait partir les gens ou pas. On ne s'occupe pas nécessairement de cette situation, mais on s'occupe de limiter les flux, parce qu'il faut rendre des comptes, non pas à l'ordre international confus dans lequel on est, mais à rendre compte aux électeurs dans les différents pays. Donc cette politique d'opinion est tout à fait dramatique pour tout ce qui concerne l'accueil, et on est dans une crise aujourd'hui depuis plusieurs années qui est catastrophique. Mehdi Aliwa, j'aimerais bien vous entendre, parce que là on voit bien la part des spécificités nationales, donc vous entendre sur le Maroc, et prolonger la question certes vaste mais quand même importante de qu'est-ce qu'on peut imaginer, parce que rappeler l'égoïsme des pays riches, il y a des chiffres, l'ONG Oxfam avait sorti un rapport, c'était au printemps dernier, montrant que les 6 pays les plus riches du monde, qui représentent plus de 50% de la richesse, accueillaient moins de 9% des réfugiés, alors que les 6 pays les plus pauvres, c'était 50%. C'est essentiel de rappeler ça, c'est essentiel de rappeler les chiffres, et en même temps on voit bien que ça ne nous sort pas de la mâchoire dans laquelle on est, des nationalismes d'un côté et des naufrages de l'autre, où en gros on a l'impression de perdre sur tous les plans, à la fois humanitairement, puisqu'il y a quand même des milliers de personnes qui se noient, et politiquement, puisqu'il y a une montée quand même des nationalismes extrémistes. Donc comment est-ce qu'on peut réagir, bien sûr, selon la loi, selon la morale, mais agir structurellement pour espérer inverser ces tendances? Avant de vous répondre sur le Maroc, je vais rebondir sur ce que vous venez de dire sur ce qui se passe en Europe, ou l'égoïsme supposé des Européens, qui reste néanmoins à nuancer, puisque énormément de gens accueillent, participent. On vient de voir l'exemple avec SOS Méditerranée, etc. Et puis on s'est amusé aussi à compter le nombre de personnes qui offraient des places, notamment même sur Airbnb, lorsqu'il y avait la crise de l'hospitalité des exilés syriens. Donc il faut bien sûr le nuancer, mais malgré tout c'est préoccupant. Je pense qu'on ne peut pas sortir... Il y a un fait qui est assez simple à comprendre. Pour l'instant, on ne connaît pas, non pas que ça ne soit pas possible, mais politiquement, on ne connaît pas, on ne sait pas faire autrement que la nation ou l'État national pour pouvoir faire entrer les individus ou les citoyens dans des systèmes de droits, de protection de droits humains, de droits individuels, de droits des personnes, mais aussi de droits sociaux. Et donc évidemment, des étrangers qui arrivent, c'est des gens qui vont avoir accès aux droits sociaux. Si on passe son temps à expliquer qu'il n'y a plus d'argent pour les citoyens et qu'on peut le constater parce qu'il y a des chiffres de misère assez impressionnants, il est assez logique, moi je ne suis pas quelqu'un je parle de racisme, etc., mais qui va facilement jeter la pierre, il est assez logique qu'on ait des réactions de cet ordre-là, en Europe comme en Afrique. Je vais venir sur le cas du Maroc notamment, mais peut-être l'erreur c'est de marteler l'idée qu'il n'y a plus d'argent dans les
les caisses, etc. Moi, au Maroc, les Marocains aimeraient bien ne pas avoir autant d'argent que vous. Hein, c'est quand vous voulez. On partage, le PIB du Maroc, c'est 100 milliards d'euros. Hein. La France, c'est 2200 milliards, si je m'abuse. Donc on aimerait bien être aussi pauvre que vous. Peut-être qu'il faudrait penser à comment faire pour redistribuer les richesses un peu plus justement. Mais pour revenir sur le cas marocain, je suis tout à fait d'accord. C'est pas une petite boutade comme ça. Catherine Vital de Menden a tout à fait raison. On a politisé les débats. Et dans le cas marocain, c'est parce qu'on a politisé les débats, paradoxalement, mais peut-être que ça tiendra ce que ça tiendra, qu'on a changé la politique. Deux choses. D'abord, une volonté du Maroc d'avoir une position beaucoup plus européenne, africaine, pardon, et avec le retour dans l'Union africaine, parce que face à l'Union européenne, il est un peu seul, et ses voisins directs, l'Algérie, la Mauritanie, et au-delà, ce qu'on appelle l'Union du Maghreb arabe, c'est une coquille vide. Ça ne marche pas. Malheureusement, il n'y a pas de Maghreb des peuples. Donc le Maroc a essayé de revenir dans l'Union africaine pour trouver une dimension, mais un côté aussi un petit peu économique, assez néolibéral aussi dans cette démarche. Et donc évidemment, si on veut commercer avec l'Afrique, si on veut avoir des relations plus fortes avec l'Afrique, et si on commence à maltraiter les ressortissants africains chez soi, ça ne marche pas. Mais il ne faut pas non plus le voir que de ce côté-là, dans une vision un petit peu, mercantile ou je ne trouve pas le terme français. Utilitariste. Ouais, utilitariste, merci. C'est aussi parce que le Maroc est une société d'émigrants. Et nous avons c'est 5 millions de Marocains qui vivent en dehors des frontières. Et ces Marocains, depuis le changement de régime, de politique, en tout cas, enfin, une tentative de démocratisation du Maroc, sont extrêmement actifs avec leur pays d'origine, donc militent, dénoncent le racisme qu'ils peuvent eux-mêmes supporter ailleurs. Et lorsqu'on regarde, parce que ce sont mes travaux le plus près possible de qui a participé à faire changer cette politique, les Marocains résidant à l'étranger ont été des acteurs centraux dans la prise de conscience des Marocains qu'il faut faire une politique d'accueil, d'hospitalité vis-à-vis des migrants en général, même si elle a été destinée surtout aux migrants subsahariens et syriens. Aujourd'hui, on est à peu près à 50 000 personnes régularisées, donc on est au tout début. Donc les Marocains se découvrent être un pays d'immigration. Voilà, il y a d'autres pays africains aussi qui devraient suivre le pas. Peut-être si j'ai une minute pour dire un mot de ce qui se passe par exemple en Afrique sahéro-sahélienne, c'est extrêmement préoccupant. Quand on regarde le cas du Niger par exemple, donc on voit que c'est préoccupant avec le Maroc. Quand on fait pression sur un pays comme ça, et bien rapidement les tentatives de faire des choses un peu plus généreuses peuvent. Et si on regarde le Niger, vous savez qu'il y a plus de fonctionnaires d'employés de l'OIM au Niger que d'employés de l'UNESCO. Je pense que nos amis nigérians ont surtout besoin d'accès à l'école, etc., que d'avoir des gens qui se préoccupent, surtout que jusqu'à preuve du contraire, le Niger fait partie de la CEDEAO, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, qui a une zone de liberté et d'installation et de circulation. Et donc la majorité des migrants qui se trouvent au Niger sont un petit peu chez eux au Niger, en tout cas y ont droit. Et il y a pression comme ça de tout un ensemble d'agences internationales, d'officines, d'États, pour dire, attention, les migrants au Niger sont potentiellement des gens qui vont aller en Libye. Et avec une attaque, par exemple, sur les questions de transport, d'échange, etc. Il faut faire très attention, c'est un peu long, mais la plupart des gens qui transportent les migrants de part et d'autre du Sahara, ce sont des Touaregs. Et vous avez vu avec ce qui s'est passé quand le MNLA au Mali a pris parole avec des acteurs un peu plus violents, descendus d'Algérie, etc., ce que ça a donné au Mali. Au Niger, si on voudrait allumer un feu, on ne s'y prendrait pas mieux. Les Touaregs sont dans l'économie de la circulation. Vous allez à Niamey, la majorité des sociétés de taxis, de bus, etc., sont souvent des familles Touaregs. Si on commence à les empêcher, à les criminaliser, en les traitant de trafiquants d'êtres humains, voilà, demain on pourrait avoir tout ensemble de heurts, etc. Donc il y a quand même un danger dans ce qui se passe, même quand des pays comme le Maroc, comme le Niger avec la CEDEAO mettent en place des systèmes migratoires internes, généreux, on pourrait rentrer dans le détail, mais j'en ai pas la place là. Il y a aussi par-dessus des pressions pour fermer les vannes, pour criminaliser des populations qui en fait sont chez elles, là où elles sont, etc. Et donc moi je suis assez préoccupé du sort de la région dans les années qui vont venir.
Alors Libye, Niger, OIM, je suis obligé de vous passer la parole, Paolo Artini, parce que le HCR est avec l'OIM, donc l'Organisation internationale pour les migrations, un des seuls organismes présents en Libye. Libye qui constitue à la fois un nœud et un trou noir aujourd'hui des questions migratoires. On l'a vu avec comme ça des marchés d'esclaves qu'on croyait appartenir définitivement à l'Antiquité rejaillir. La politique du HCR, ça a été quoi vis-à-vis de ça? Ça a été justement d'essayer d'empêcher une partie, enfin de rapatrier sur le Niger des problèmes qui devenaient insolubles en Libye, c'est ça? Bon, la politique générale du HCR, c'est de soutenir tous les pays qui accueillent les réfugiés et les demandeurs d'asile partout dans le monde. Mais naturellement, il y a dans plusieurs pays beaucoup de difficultés, y compris par exemple en Libye, les centres de détention où les conditions sont ce qui ont été évoquées. Donc, pour prendre l'exemple de la Libye, le HCR opère en Libye avec beaucoup de difficultés à cause de la situation de sécurité, visite les centres de détention et la seule façon d'arriver à libérer les personnes qui ont besoin de protection dans les centres libyens, c'est de les évacuer en effet au Niger. Et là, au Niger, on a un programme de réinstallation dans plusieurs pays. Donc, je voulais compléter ce que Mehdi a dit en disant, oui, les voies légales peuvent aussi pas seulement empêcher que des personnes prennent les risques et trouvent la mort en mer, mais aussi de résoudre des problèmes de protection comme le grave problème que les réfugiés ont dans un pays comme la Libye. Et je voudrais, si vous me permettez, réagir aussi à ce qui a été dit avant au niveau du fait qu'en effet, c'est dans les pays qui hébergent moins les réfugiés qu'il y a plus de problèmes d'accueil, d'hostilité. Et donc ça, je pense que c'est très important. D'abord, il y a un devoir de représenter les problèmes d'une façon correcte et objective. Par exemple, les routes qu'on voit à partir de la Turquie sont des routes qui sont prises par des Syriens, des Afghans, des Irakiens, donc des réfugiés vraiment qui arrivent de pays producteurs de réfugiés pour la situation qui est là. Mais aussi, c'est une question souvent de connaissances, non? Parce que la peur, le manque de connaissances. Je voudrais aussi signaler un beau petit livre de Khaled Hosseini, le grand écrivain afghan, qui s'appelle Prière à la mer, où à un certain point la mer dit s'il savait la moitié de ce que tu as vécu, donc les personnes seraient beaucoup plus bienveillantes et plus généreuses. Donc il y a un problème aussi des connaissances. C'est pour ça que nous, autant que HCR, on essaye de travailler avec tout le monde, d'aller aussi dans les écoles où les enfants apprennent ces problèmes et pour s'investir dans une différente opinion des réfugiés. D'ailleurs, il y a une collègue qui m'a dit, je ne connais pas encore trop la situation en France, mais que dans une école, après beaucoup d'explications, une école du nord de la France, après beaucoup d'explications sur qui sont les réfugiés, etc., un étudiant a dit à ma collègue, mais en effet, les réfugiés sont des chevaliers, pour dire que, en effet, l'enfant s'est rendu compte que pour quitter son pays qui est en guerre, partir à la mer en prenant des risques pour soi-même et pour la famille, c'est vraiment quelque chose de très courageux, de très valeureux. Et donc, je voulais souligner ça parce que les réfugiés ont beaucoup de courage, et beaucoup de courage aussi qui sauvent les réfugiés, par exemple, dans la mer Méditerranée. Oui, merci d'évoquer ce sujet parce que c'était justement ce aussi sur quoi je voulais revenir pour contrer ces fantasmes dont on parle, et on est bien conscient qu'il y a beaucoup de représentations erronées. Moi, SOS Méditerranée,
l'ensemble de tous les bénévoles, nous essayons justement de travailler sur cela, sur l'éducation, et pas seulement dans les pays dont on parlait, du bloc de l'Est, etc., y compris en France notamment. Il y a beaucoup de représentations tout à fait fausses de ces phénomènes migratoires, sur les chiffres, sur les parcours. Un manque d'humanisation aussi, c'est-à-dire expliquer à travers des parcours individuels qu'est-ce que ça veut dire quand on quitte son pays, qu'on quitte sa famille et tous ces parcours individuels qui sont menés. Donc il y a une grosse action de sensibilisation scolaire qui est menée par nos bénévoles. C'est une action qui est menée par exclusivement des bénévoles, dont le responsable d'ailleurs est dans la salle, je le salue, auprès de très nombreuses écoles en France. Nous sommes en train de mettre au point un livret pédagogique et nous essayons d'obtenir un agrément auprès du ministère de l'Éducation nationale en France, parce que c'est un constat fondamental, il y a un problème de transmission et des faits et des valeurs. Et là, ce n'est pas seulement SOS Méditerranée avec son livret pédagogique qui doit aller à l'assaut des écoles et aller travailler dans les classes. C'est vraiment toute la société civile qui doit se mobiliser, les chercheurs bien sûr, mais aussi les intellectuels. Où sont-ils? Moi, je suis quand même sidérée, les artistes, les Sartre et les Beauvoir, quoi, si vous voulez. Où sont-ils, tous ces intellectuels, face à ce qui se passe? Il y a beaucoup trop de silence, il n'y a pas assez de relais. Les chercheurs, il y a plein de gens qui travaillent sur des faits et qui ont beaucoup de choses à dire, mais ne sont pas écoutés. Donc là, il y a un vrai problème de relais, et c'est là-dessus que nous travaillons aussi au sein de SOS Méditerranée. SOS Méditerranée, je vous le rappelle, c'est un mouvement exclusivement citoyen européen, parce que nous pensons qu'il faut travailler sur nos opinions publiques respectives. Ça ne suffit pas, il en faut d'autres, il faut d'autres mouvements. Mais nous créons des antennes de bénévoles dans différentes villes de France. Là, nous avons lancé hier une pétition, d'ailleurs j'en profite, je vous appelle à aller la signer, qui s'appelle Sauvons l'Aquarius et le sauvetage en mer, parce que nous en appelons aux citoyens. Avec une mobilisation le 6 octobre, enfin donc samedi prochain, 14h30, dans pas toutes les villes de France. Tout à fait. Donc, et d'Europe. Et d'Europe. Mais c'est important, cette mobilisation citoyenne, face à nos États qui fantasment beaucoup aussi. C'est à nous, les citoyens, de nous manifester, de nous faire entendre. Donc là, j'en reviens à ce qu'on disait. L'éducation, la transmission des valeurs, c'est quelque chose que nous devons faire auprès des plus jeunes. Vraiment, c'est important. En tant qu'humanitaire, je peux vous dire que c'est quelque chose qui ne se fait pas au sein des ONG. Je le déplore. Je sais pas, j'ai travaillé pour Médecins sans frontières pendant longtemps. C'est la plus grosse ONG occidentale et mondiale. Maintenant, c'est un mouvement international. Il n'y a pas de programme d'éducation dans les écoles. Il n'y a que de la communication. Il faut travailler sur l'humanisation de ces questions et sur les faits, et relayer aussi tout ce qui se travaille dans les cercles universitaires, tous ces mouvements de chercheurs qui peuvent contrer ces fantasmes. Et malheureusement aussi, il faudrait que nos politiques arrêtent d'instrumentaliser les questions migratoires. Enfin, vraiment, le cas de cette semaine pour l'Aquarius est flagrant. Je suis consternée par le débat politique en France depuis lundi dernier, depuis que nous avons fait notre appel à aller à Marseille avec l'Aquarius. Il y a une politisation extrême de cette question à des fins de politique politicienne interne, et tout le monde se fiche du sort des 58 rescapés. Alors que la meilleure solution, c'est celle de les débarquer à Malte. On continue à entendre « Ah, mais c'est un scandale, que ci, que ça, que là ». Et personne ne demande l'avis des personnes concernées. Même nous-mêmes, nous n'arrivons même pas à nous faire entendre sur le fait que nous trouvons que c'est une très bonne solution que de les débarquer à Malte, etc. Donc il y a une politisation qui est grave, et il y a un manque de transmission des valeurs, et ça, vraiment, c'est un appel à ce que la société civile, c'est nous tous, nous nous mobilisions pour transmettre ces valeurs, faire avancer les faits et contrer ces fantasmes majoritaires qui prédominent dans les médias et qui sont colportés par nos politiques. Je voudrais vous poser à tous la même question avant de céder la parole au public. Il y a deux termes qui sous-tendent toutes les discussions, tous les fantasmes autour des questions migratoires et de ce couple hostilité-hospitalité. C'est d'une part l'idée de seuil possible, et d'autre part la distinction entre réfugiés politiques et migrants économiques. Enfin bon, réfugiés, c'est demandeurs d'asile. Est-ce que pour vous, c'est des termes qu'il faut quand même prendre en compte, des questions qu'il faut prendre en compte, ou c'est quelque chose qu'il faut absolument démonter, déstructurer et remplacer par autre chose?
Catherine, peut-être vite. Il y a eu tout un débat au moment de la crise de 2015 entre les bons réfugiés, les vrais réfugiés, les faux migrants, etc. C'était plus simplement un débat aussi de classification. D'un côté, il y avait les proches orientaux, de l'autre côté, il y avait les Africains subsahariens. Donc il y avait des aspects qui étaient plutôt une approche un peu de classification racialisante dans ce débat, malheureusement. Mais en réalité, ces thématiques correspondent à des statuts. Tous sont des migrants au sens du département de la population des Nations Unies, puisqu'un migrant, c'est quelqu'un qui est né dans un pays, qui vit dans un autre pays que le sien, pour une durée en général égale ou supérieure à 1 an. Donc les réfugiés sont des migrants. Je crois qu'il faut avoir déjà ça en tête. À l'intérieur des migrants, il y a des quantités de catégories, on les a évoquées, des gens qui viennent pour travailler, pour le regroupement familial, des mineurs isolés, des élites, et puis il y a les réfugiés, et ils ont des statuts différents juridiquement. Les réfugiés, on en a parlé, sont protégés par la Convention de Genève, et les migrants entrent dans d'autres catégories juridiques, le travail, le regroupement familial, etc., les politiques sélectives à l'égard des élites, les étudiants. Bon. Sauf qu'aujourd'hui, le profil sociologique de ces différentes catégories de migrants n'est plus tout à fait le même qu'au moment des années 50, puisque le monde bouge. Et on a donc des profils qui ne sont plus le dissident soviétique qui était le modèle idéal typique du réfugié de la Convention de Genève de 1951, qui devait être protégé, etc. Donc on ne s'occupait pas beaucoup du travail, parce qu'il était supposé être un intellectuel qui arriverait à vivre de ses écrits, si j'ose dire, pour caricaturer. C'est aussi une image un peu médiatisée qui a été donnée de ce genre de profil. Alors que le migrant, c'était quelqu'un qui était un travailleur manuel, qui venait pour travailler, et les familles, donc, dans ce cadre-là, ont eu progressivement le droit au regroupement familial. Aujourd'hui, on a des catégories plus floues, parce que la situation des pays du monde est plus floue. C'est-à-dire qu'au sud, on a à la fois des gens qui fuient la guerre civile, des situations atroces dans leur pays, comme l'Érythrée, où le service militaire a une durée indéterminée, etc., et puis des gens qui se disent, à juste titre, mon pays est mal gouverné, j'ai eu le malheur de naître dans ce pays, ce qui est une inégalité flagrante, parce que c'est l'inégalité du passeport, il ne faut pas l'oublier, et en même temps, donc je fuis une situation, le chef d'État est là depuis 50 ans, ça se trouve encore aujourd'hui, et un pays riche, les gens sont pauvres, donc aucune opportunité pour les jeunes, avec des taux de chômage colossaux pour les qualifier, entre autres. Et donc se dit, parmi les opportunités, il y a bien sûr la migration. Est-ce que c'est un réfugié ou alors est-ce que c'est un migrant économique? Ça, c'est très difficile à déterminer dans toute une série de cas. Pour les gens du Soudan, par exemple, est-ce que c'est une situation économique pour les gens du Nord et une situation politique pour les gens du Sud? Est-ce qu'ils sont aussi différents au Nord et au Sud Soudan? Bon, tout ça, c'est des questions qui se posent aujourd'hui. Et la question du tri est cruciale aujourd'hui pour l'Europe, pour savoir qui on va accepter, qui on ne va pas accepter. Pas sur l'Aquarius, heureusement, mais ailleurs. Donc on veut développer les hotspots, les externaliser, etc., dans tout le jargon européen. En réalité, on ne sait pas faire. C'est très difficile à déterminer. Alors on va dire grossièrement, les gens qui viennent de tel pays, ce qu'on fait aujourd'hui, on va leur donner le statut, les Syriens, 96% par exemple en France. En revanche, les Afghans vont être un peu plus durs, mais c'est quand même difficile chez eux, 60%. Et puis il y en a d'autres, on ne donnera rien du tout parce qu'ils sont considérés comme des tricheurs, pour simplifier. Donc en fait, la difficulté, c'est le glissement des catégories de migrants par rapport au système juridique censé les encadrer, parce que le monde a bougé et les profils sociologiques se sont complexifiés. Aujourd'hui, les gens qui viennent pour le regroupement familial sont aussi des gens qui vont entrer sur le marché du travail, par exemple. Donc, c'est une nouvelle situation. Ceux qui viennent pour travailler, parfois, ne sont pas infondés, puisque les voies du travail sont fermées pour le plus grand nombre, à demander l'asile dans un certain nombre de situations. Et la grande difficulté, c'est qu'on a fermé pour le plus grand nombre l'immigration de travail. S'il y avait plus de possibilités d'entrer légalement pour travailler, y compris dans les secteurs en tension surtout, on aurait moins de problèmes de tri concernant la détermination du statut de réfugié, parce que certains ne tenteraient pas le statut de réfugié
alors qu'ils viennent essentiellement pour travailler. Dans les années 60-70, les Portugais qui fuyaient le régime de Salazar, et notamment le service militaire en Afrique, venaient pour travailler, parce qu'ils savaient qu'ils n'avaient même pas besoin de demander le statut de réfugié, dans la mesure où ils allaient être accueillis, même s'ils venaient clandestinement, pour le travail. Donc ce qui a complexité, durci la situation, c'est cette approche très sécuritaire. On a fermé l'immigration de travail pour le plus grand nombre et il faut surtout dissuader les gens de venir. Et donc on a un brouillage des catégories aujourd'hui qui nuit au traitement des personnes. Oui, totalement, et surtout que... Pardon. Totalement d'accord. Et c'est vrai que quand on regarde bien ce qui a changé aussi, quand on regarde bien à partir du moment où il y a eu l'espace Schengen qui s'est créé, il y a eu pour le cas européen, mais le Maroc on est voisin, donc ça nous concerne directement, il y a eu comme une sorte de phobie sur la question de ce qu'on appelait les frontières extérieures. Comme s'il allait y avoir une seule frontière qui allait se substituer là où il y en avait autant que d'États nationaux. Et à partir de là, il y a eu aussi une déflation du nombre de visas, de permis de titres de séjour en général et de visas. Ce qui fait que lorsqu'on veut se rendre en Europe, souvent pour des bonnes raisons, on sait qu'on a attendu. Les Marocains le savent bien, on monte sur les cartes. La majorité des Marocains qui sont allés en Italie, en Espagne, sont rentrés soit de manière clandestine en pateras, et dans les années 90-2000, c'était ceux qui mouraient le plus, soit s'ils sont rentrés avec un visa de touristes et ils y sont restés et maintenant certains sont devenus citoyens espagnols, citoyens italiens, etc. Et donc c'est pour ça qu'il y a toujours de Marocains, des Algériens qui veulent aller dans ces pays-là parce qu'ils savent qu'ils sont attendus de l'autre côté, même si la vie est dure, ils vont trouver des possibilités de survivre. Moi, pourquoi je suis pour ne pas séparer les deux termes? Je sais bien sûr qu'au HCR, c'est le fondement même du HCR de ne pas le faire, mais je vais vous donner une idée très simple. La majorité, et là-dessus je ne pense pas que vous me contrediriez, la majorité des personnes qui fuient les guerres ne bougent pas. Elles se déplacent du village où il y a eu une razzia ou des crimes vers un autre village. Elles se déplacent aux frontières. On s'éloigne de la maison bombardée. La majorité, en réalité, des réfugiés sont des déplacés, plus ou moins forcés, où ils ont fait une toute petite migration, des fois souvent dans leur propre pays, et en réalité ne vont pas loin. Certains finissent, ne trouvant plus les moyens de revenir chez eux, à se diriger vers le plus lointain. Ce qui veut dire que les réfugiés, lorsqu'ils migrent à l'international et qu'ils commencent à emprunter des routes, en réalité, ils se mêlent à d'autres types de migrants. Et donc, les distinguer, pour moi, d'un point de vue d'un migratologue, est une hérésie. Deuxième élément, pourquoi il ne faudrait pas les distinguer, c'est que les routes migratoires étant devenues de plus en plus dangereuses et de plus difficiles, même ceux qui sont partis pour des raisons pour aller chercher du travail ou pour rejoindre quelqu'un qu'on a rencontré sur Internet et qui promet l'amour ou des choses comme ça, ou pour aller voir des amis, etc. Tout le monde ne part pas que pour travailler, on veut aussi visiter la Tour Eiffel, pourquoi on n'irait pas la voir, mais qu'on n'a pas de visa de touriste, certains le font différemment. Sur ces routes-là, qui sont dangereuses, on subit aussi énormément de violence. Et donc, potentiellement, beaucoup de personnes pourraient relever, d'une certaine manière, du droit d'asile si on avait une conception très généreuse de ce droit d'asile. Au Maroc, dans mon pays, il y a aussi pas mal de violences contre les migrants, et elles ont été dénoncées, et c'était aussi une des raisons où on a voulu changer, parce qu'on se rencontrait, on s'est rendu compte qu'à force d'essayer d'empêcher les gens de passer, on est en train d'instiller le racisme dans une société où il existe déjà, comme dans toutes les sociétés du monde. À force de dire ce sont les migrants subsahariens, c'est-à-dire les Noirs qui essayent de passer de l'autre côté, on va les empêcher de passer, arrêtons les Noirs, on aura forcément des clandestins. Et vous voyez comment une politique peut rapidement devenir du racisme d'État, ça se retrouve dans tous les pays. Et donc, quelque part, il faut faire très, très attention à vouloir radicalement séparer les termes, on ne comprend pas ce qui se passe sur ces routes migratoires, et on plonge des gens dans des grandes précarités. Paolo Artini. Je suis d'accord qu'il faut mettre au centre toujours la personne, l'être humain et ses droits. Par exemple, au niveau du sauvetage, en mer, il faut sauver tout le monde. C'est un droit qu'ils ont et un devoir. Mais c'est important pour nous, et ce n'est pas surprenant, que la distinction entre réfugiés et migrants. D'abord parce que les raisons pour lesquelles ils partent sont totalement différentes. Donc les réfugiés sont forcés à partir et ils ne peuvent pas rentrer. Donc c'est très clair.
heureusement, la Convention de Genève de 1951 a été adaptée et assez flexible pour être interprétée en ligne avec le temps, avec le développement, par exemple pour protéger des personnes qui fuient la violence sexuelle, etc. Donc, mais on trouve que c'est important au niveau des traitements des cas individuels, parce que ça doit être un traitement individuel, cas par cas, de tenir compte d'une définition qui est dans le droit international, celle des réfugiés. Cette année, c'est une année très importante aussi parce qu'il y a eu beaucoup de discussions, déjà l'année dernière, au niveau du pacte mondial des réfugiés. Un pacte mondial des réfugiés qui devrait être approuvé par l'Assemblée générale, qui, ici aussi, il y a une distinction entre le pacte pour les réfugiés et le pacte pour ce qui concerne le migrant. Je voudrais aussi souligner c'est que l'accent par beaucoup d'États, etc., a été surtout sur les frontières, sur le non ériger des murs, empêcher aux gens d'arriver. Et comme vous l'avez vu, les routes, en effet, des réfugiés changent et sont fluctuantes en raison des contrôles et des barrières qui sont érigées. Donc, par exemple, de la Turquie, il y a la route maritime, terrestre, vers la Bulgarie, la Grèce, la Roumanie, etc. Donc, tout change. Mais il faudrait, je pense, mettre l'accent, pas sur les frontières, la protection des frontières, mais la protection des individus. Donc, sur les personnes qui pour des raisons différenciées, doivent quitter leur pays. Je suis d'accord que les déplacés à l'intérieur de leur pays, on voit en Syrie et dans plusieurs pays, souvent partent pour des raisons de protection qui ressemblent beaucoup les raisons pour lesquelles les réfugiés partent, mais ils n'ont pas eu la possibilité de trouver l'asile dans un autre pays. Et c'est pour ça que nous, quand on parle des statistiques des personnes qui ont des besoins de protection, qui sont déplacées d'une façon forcée, on parle de tout le monde, des réfugiés et des déplacés. Donc 65 millions, c'est encore un record de personnes déplacées. Mais je pense que si on mixe tout le monde, si on ne maintient pas le besoin de faire la différence entre des situations qui sont différentes, y compris pour les cas vulnérables ou les enfants non accompagnés, on ne va pas aider à trouver une solution qui soit partagée, qui soit en ligne avec des standards internationaux. Sophie Beau, rapidement, pour qu'on puisse laisser quelques minutes pour les questions. Ouais. Bah, écoutez, malheureusement, je ne partage pas votre pensée selon laquelle c'est si simple que ça et que tout le monde peut être sauvé, quelle que soit son origine. Bien au contraire, ce qui se passe aujourd'hui au large des côtes libyennes, c'est bien la démonstration qu'il y a une distinction faite quand les personnes viennent d'Afrique subsaharienne, par exemple, ou si elles venaient par exemple du Costa Concordia qui était en train de couler, il n'y aurait pas le même problème pour mettre en place le sauvetage. Donc excusez-moi de revenir sur cette question-là, mais je ne suis pas d'accord. Je pense que le droit à assistance, l'obligation d'assistance est menacée aujourd'hui sur des bases qui font peur, qui sont des bases raciales. Et je pense que ces distinctions entre migrants et réfugiés n'aident pas la réflexion et que tout simplement l'obligation de l'obligation de porter secours à personnes en détresse, excusez-moi, je suis un peu fatiguée cette semaine. Bizarrement. L'obligation d'assistance à personnes en détresse est menacée aujourd'hui pour certains, pas pour tous. Pour les Européens, finalement, on a tout ce qu'il faut comme mécanisme de sauvetage prêt à agir. Mais au large des côtes libyennes, c'est beaucoup plus compliqué. Ou entre le Maroc et l'Espagne, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je pense qu'effectivement, il faut s'inquiéter aujourd'hui. C'est bien aussi le sens de notre pétition. Pas seulement de parler des menaces sur l'Aquarius, mais de parler des menaces sur le sauvetage en mer et sur l'obligation d'assistance à personnes en détresse. On commence à avoir des attaques sur ces principes fondamentaux. C'est grave. Merci beaucoup. On va faire passer des micros dans la salle. Enfin, je vais confisquer les micros de deux d'entre vous. C'est le 1 et le 2. Et je vous les rendrai évidemment. Enfin,
Oui, désolé, on n'a que 5-6 minutes parce qu'après il y a une performance, puis un autre débat, mais on peut prendre 2-3 questions quand même. Monsieur. Oui, bonjour. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. J'ai une question qui enchaîne directement avec la dernière intervention de Madame Beau. Donc, les gardes-côtes ne respectent pas leur mission. Est-ce que cela peut remettre en cause leur mandat qui leur a été attribué par une procédure, je suppose, un minimum juridique? Les États contreviennent au droit maritime international. Est-ce qu'ils ne peuvent pas être également, sur le plan juridique, poursuivis d'une manière ou d'une autre? Qui veut répondre? Alors, malheureusement, nous ne sommes pas garants du droit maritime international chez SOS Méditerranée, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Par contre, ce que nous faisons, et de manière renforcée depuis cet été, c'est documenter toutes ces violations en ayant comme approche une transparence totale sur ce qui se passe au niveau de la passerelle de l'Aquarius, pour que lorsque nous appelons les gardes-côtes libyens 8 fois d'affilée sans réponse, alors que nous leur signalons justement un bateau en détresse, ou toutes les autres entorses au droit qu'on a pu voir récemment, nous les documentons sur un site qui s'appelle Onboard Aquarius, en anglais, et qui reprend le journal de bord de la passerelle du bateau, et qui est disponible pour d'autres acteurs pour pouvoir éventuellement attaquer, si c'était possible et nécessaire, les responsables. Malheureusement, à l'échelle de SOS Méditerranée, notre mission, c'est le sauvetage en mer. Déjà, cette mission-là, vous avez compris, elle est extrêmement menacée aujourd'hui, donc nous n'avons pas la capacité d'aller au-delà de cela. Alors, je bonjour. Vois pas exactement. Oui, bonjour. Je suis Maître Songué Balouki. Là, vous me voyez? Voilà. Je suis avocate au barreau de Marseille. Je suis une immigrée. Je suis arrivée en France en l'an 2000. Bon, ma question, j'ai plusieurs questions parce que je suis arrivée par hasard. Attends, qu'une. Oui. Désolée. Je suis arrivée à la conférence par hasard, mais je dis, on a fait les constats, mais c'est quoi les solutions? Parce que franchement, Madame a dit, on sait déjà depuis longtemps ce qui se passe, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour que les gens ne partent pas de chez eux, déjà, pour venir? Il faut d'abord penser à ça. Comment faire pour qu'ils ne partent pas de chez eux? Donc, je pense que c'est une solution de citoyen. Il faut qu'on trouve des solutions pour qu'ils ne partent pas de chez eux. Mais moi, je n'ai pas de solution. Et les autres questions, j'arrête parce que j'ai toute une liste et comme on n'a pas le temps... Alors, quelqu'un a la réponse rapidement. Mehdi. Puisqu'on va rester sur l'Afrique, je vous l'ai dit en début, les Africains sont ceux qui migrent le moins, et les Africains qui se dirigent vers l'Europe, ça représente qu'un petit nombre, et surtout si en plus on enlève l'Afrique méditerranéenne, l'Afrique du Nord, mais même en prenant la globalité du continent, la majorité qui migrent ont des bonnes raisons de le faire. Ils ont de la famille de l'autre côté. Donc toutes les enquêtes de sociologie, etc., qui ont été menées montrent que la majorité des gens qui essaient de venir en Europe ont des bonnes raisons de le faire. Ils font le choix déraisonnable de prendre des routes dangereuses, mais pour des raisons très raisonnables. Donc peut-être qu'il faudrait remettre la possibilité aux gens de bouger, et ça peut-être qu'en tout cas plus de visas de travail, et peut-être ça diminuerait la pression. Et le deuxième élément, c'est qu'il y a à l'intérieur de l'Afrique beaucoup de débats sur de savoir comment on va faire pour améliorer ceux qui migrent à l'intérieur du continent, qui sont infiniment plus nombreux que ceux qui migrent à l'extérieur, hein. Plus de 84% des migrants subsahariens migrent en Afrique, et leur permettre d'avoir accès aux droits, parce que dans les pays africains aussi, on ne considère pas toujours les étrangers de la meilleure des façons, et tout le monde n'a pas vraiment accès aux droits. Et là-dessus, il y a un danger aussi, si l'Union européenne en plus, ou d'autres institutions internationales mettent pression pour contrôler les étrangers, déjà qu'ils en manquent, ça rajoute de l'huile sur le feu. Mais il y a des possibilités, oui, il y a des choses à faire. On va prendre une dernière question, désolé, mais la discussion pourra se continuer au forum en haut. Monsieur, en haut. Oui, bonjour. André Sévry-Sarian, moi je suis vice-président de la DREAM, qui est partenaire et qui a un stand à côté, là. On reçoit entre autres un grand nombre de demandeurs d'asile. Je croyais presque être spécialiste, mais en venant vous écouter, j'ai appris moi je voyais les Syriens dans des camps en Turquie, et je viens d'apprendre qu'il y en a 600 000 qui vivent à Istanbul. Alors, vous voyez, il va falloir que je déformate un peu mon cerveau. La dame posait une question, elle disait, mais il faut résoudre le problème pour pas que les gens s'en aillent. Mais enfin, quand même, il n'y a pas tant de pays que ça qui ont provoqué
les conflits en Syrie, en Irak, en Afghanistan, en Libye. On sait que les 58 personnes sont des gens qui sont partis de Libye parce qu'ils n'en peuvent plus. Et on les comprend. Mais qui a provoqué ça? Il faut qu'on ait un peu de mémoire quand même. Nous avons un devoir, je veux dire, de recevoir les gens qui désirent partir comme ça, parce que la situation est invivable. Mais cette situation-là, elle a été provoquée. Quand les stocks d'armes étaient pillés en Libye et que ça partait par colonnes entières sur l'Afrique subsaharienne, il y a des gens qui prévenaient, ils le disaient, mais il n'y a personne qui est allé les intercepter. Donc, on a semé le chaos. D'un mot. Moi, je dirais juste un mot, c'est-à-dire qu'on est dans un monde interdépendant. Donc, la situation que l'on crée ici, elle peut avoir des conséquences ailleurs. Et l'ensemble des situations internationales auxquelles on a assisté sont l'illustration de ce phénomène d'interdépendance. Merci beaucoup à tous les quatre. Ce sera le mot de la fin. Moi, je vous retrouve à 17h30, si vous voulez, pour un grand entretien avec François Héran, qui est titulaire au Collège de France de la chaire Migration et Société. Et auparavant, c'est à 16h30. C'est ça. Ici, il y aura une performance inclue dans la thématique du MUSEM.